Victor Hugo, Les Misérables, partie 1, livre 5e, La descente. Cette mère, cependant, qui, au dire des gens de Montfermeil, semblait avoir abandonné son enfant, que devenait-elle? Où était-elle? Que faisait-elle? Après avoir laissé sa petite Cosette aux Thénardier, elle avait continué son chemin et était arrivée à Montreuil-sur-Mer. C'était, on se le rappelle, en 1818. Fantine avait quitté sa province depuis une dizaine d'années. Montreuil-sur-Mer avait changé d'aspect. Tandis que Fantine descendait lentement de misère en misère, sa ville natale avait prospéré. Depuis 2 ans environ, il s'était accompli un de ces faits industriels qui sont les grands événements des petits pays. De temps immémorial, Montreuil-sur-Mer avait pour industrie spéciale l'imitation des jais anglais et des verroteries noires d'Allemagne. Cette industrie avait toujours végété à cause de la cherté des matières premières qui réagissaient sur la main-d'œuvre. Au moment où Fantine revint à Montreuil-sur-Mer, une transformation inouïe s'était opérée dans cette production des articles noirs. Vers la fin de 1815, un homme, un inconnu, était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer dans cette fabrication la gomme laque à la résine. En moins de 3 ans, l'auteur de ce procédé était devenu riche, ce qui est bien, et avait fait riche autour de lui, ce qui est mieux. Il était étranger au département. De son origine, on ne savait rien. De ses commencements, peu de choses. On comptait qu'il était venu dans la ville avec fort peu d'argent, quelques centaines de francs tout au plus. C'était de ce mince capital, mis au service d'une idée ingénieuse, qu'il avait tiré sa fortune, et la fortune de tout ce pays. À son arrivée à Montreuil-sur-Mer, il n'avait que les vêtements, la tournure et le langage d'un ouvrier. Le père Madeleine employait tout le monde. Il n'exigeait qu'une chose. Soyez honnête homme, soyez honnête fille. Comme nous l'avons dit, au milieu de cette activité dont il était la cause et le pivot, le père Madeleine faisait sa fortune, mais chose assez singulière dans un simple homme de commerce, il ne paraissait point que ce fût là son principal souci. Il semblait qu'il songeât beaucoup aux autres et peu à lui. En 1820, on lui connaissait une somme de 630 000 francs. Mais avant de se réserver ces 630 000 francs, il avait dépensé plus d'1 million pour la ville et pour les pauvres. Le pays lui devait beaucoup, les pauvres lui devaient tout. Il était si utile qu'il avait bien fallu qu'on finît par l'honorer, et il était si doux qu'il avait bien fallu qu'on finît par l'aimer. Ses ouvriers en particulier l'adoraient, et il portait cette adoration avec une sorte de gravité mélancolique. En 1820, 5 ans après son arrivée à Montreuil-sur-Mer, les services qu'il avait rendus au pays étaient si éclatants, le vœu de toute la contrée fut tellement unanime, que le roi le nomma maire de la ville. On venait de 10 lieues à la ronde consulter M. Madeleine. Il terminait les différends. Il empêchait les procès. Il réconciliait les ennemis. Chacun le prenait pour juge de son bon droit. Il semblait qu'il eût pour âme le livre de la loi naturelle. Ce fut comme une contagion de vénération qui, en 6 ou 7 ans, de proche en proche, gagna tout le pays. Un 7 homme, dans la ville et dans l'arrondissement, se déroba absolument à cette contagion, et quoique, fit le père Madeleine, y demeura rebelle, comme si une sorte d'instinct incorruptible et imperturbable l'éveillait et l'inquiétait. Il se nommait Javert, et il était de la police. Il remplissait à Montreuil-sur-Mer les fonctions pénibles mais utiles d'inspecteur. Il n'avait pas vu les commencements de Madeleine. Quand Javert était arrivé à Montreuil-sur-Mer, la fortune du grand manufacturier était déjà faite, et le père Madeleine était devenu Monsieur Madeleine. Certains officiers de police ont une physionomie à part et qui se complique d'un air de bassesse mêlé à un air d'autorité. Javert avait cette physionomie, moins la bassesse. Les paysans asturiens sont convaincus que dans toute la portée de Louve il y a un chien, lequel est tué par la mère, sans quoi en grandissant il dévorerait les autres petits. Donnez une face humaine à ce chien fils d'une louve, et ce sera Javert. Javert était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères. En grandissant, il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y rentrer jamais. Il remarqua que la société maintient irrémissiblement en dehors d'elle 2 classes d'hommes, ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent. Il n'avait le choix qu'entre ces 2 classes,
En même temps, il se sentait je ne sais quel fond de rigidité, de régularité et de probité, compliqué d'une inexprimable haine pour cette race de bohème dont il était. Il entra dans la police, il y réussit. À 40 ans, il était inspecteur. Il avait dans sa jeunesse été employé dans les chiourmes du Midi. Avant d'aller plus loin, entendons-nous sur ce mot « face humaine » que nous appliquions tout à l'heure à Javert. La face humaine de Javert consistait en un nez camard, avec 2 profondes narines, vers lesquelles montaient sur ses 2 joues d'énormes favoris. On se sentait mal à l'aise la première fois qu'on voyait ces 2 forêts et ces 2 cavernes. Quand Javert riait, ce qui était rare et terrible, ses lèvres minces s'écartaient et laissaient voir non seulement ses dents mais ses gencives. Il se faisait autour de ce nez un plissement épaté et sauvage comme un mufle de bête fauve. Javert sérieux était un dogue. Lorsqu'il riait, c'était un tigre. Du reste, peu de crâne, beaucoup de mâchoires, les cheveux cachant le front et tombant sur les sourcils, entre les 2 yeux un froncement central permanent, comme une étoile de colère, le regard obscur, la bouche pincée et redoutable, l'air du commandement féroce. Cet homme était composé de 2 sentiments très simples et relativement très bons, mais qu'il faisait presque mauvais à force de les exagérer. Le respect de l'autorité, la haine de la rébellion, et à ses yeux, le vol, le meurtre, tous les crimes n'étaient que des formes de la rébellion. Il enveloppait dans une sorte de foi aveugle et profonde tout ce qui a une fonction dans l'État, depuis le Premier ministre jusqu'au garde champêtre. Il couvrait de mépris, d'aversion et de dégoût tout ce qui avait franchi une fois le seuil légal du mal. Il était absolu et n'admettait pas d'exception. Javert était comme un œil toujours fixé sur M. Madeleine, œil plein de soupçons et de conjectures. M. Madeleine avait fini par s'en apercevoir, mais il sembla que cela fût insignifiant pour lui. Il ne fit pas même une question à Javert. Il ne le cherchait ni ne l'évitait, et il portait, sans paraître y faire attention, ce regard gênant et presque pesant. Il traitait Javert comme tout le monde, avec aisance et bonté. Javert était évidemment quelque peu déconcerté par le complet naturel et la tranquillité de M. Madeleine. Un jour, pourtant, son étrange manière parut faire impression sur M. Madeleine. Voici à quelle occasion. M. Madeleine passait un matin dans une ruelle non pavée de Montreuil-sur-Mer. Il entendit du bruit et vit un groupe à quelque distance. Il y alla. Un vieux homme, nommé le père Fauchelevent, venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s'était abattu. Il avait plu la veille, le sol était détrempé, la charrette s'enfonçait dans la terre, à chaque instant et comprimait de plus en plus la poitrine du vieux charretier. Il était évident qu'avant 5 minutes, il aurait les côtes brisées. « Écoutez, dit Madeleine, il y a encore assez de place sous la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos. Y a-t-il quelqu'un qui ait des reins et du cœur? 5 louis d'or à gagner. » Personne ne bougea dans le groupe. « 10 louis, dit Madeleine. Les assistants baissaient les yeux. « Ce n'est pas la bonne volonté qui leur manque, dit une voix. M. Madeleine se retourna et reconnut Javert. « Monsieur Madeleine, je n'ai jamais connu qu'un seul homme capable de faire ce que vous demandez là. » Madeleine tressaillit. Javert ajouta avec un air d'indifférence, mais sans quitter des yeux Madeleine. « C'était un forçat. »« Ah !» dit Madeleine. « Du bagne de Toulon. » Madeleine devint pâle. Cependant, la charrette continuait à s'enfoncer lentement. Le père Fauchelevent râlait et hurlait. Madeleine leva la tête, rencontrant à l'œil du faucon de Javert toujours attaché sur lui, regarda les paysans immobiles et sourit tristement. Puis, sans dire une parole, il tomba à genoux, et avant même que la foule eût le temps de jeter un cri, il était sous la voiture. Il y eut un affreux moment d'attente et de silence. Tout à coup, on vit l'énorme masse s'ébranler, la charrette se soulevait lentement, les roues sortaient à demi de l'ornière. On entendit une voix étouffée qui criait « Dépêchez-vous, aidez !» C'était Madeleine, qui venait de faire un dernier effort. Ils se précipitèrent. Le dévouement d'un seul avait donné de la force et du courage à tous. La charrette fut enlevée par 20 bras. Le vieux Fauchelevent était sauvé. Madeleine se releva. Il était blême, quoique ruisselant de sueur. Ses habits étaient déchirés et couverts de boue. Tous pleuraient.
Le vieillard, lui, baisait les genoux et l'appelait le bon Dieu. Lui, il avait sur le visage je ne sais quelle expression de souffrance heureuse et céleste, et il fixait son œil tranquille sur Javert, qui le regardait toujours. Fauchelevent s'était démis la rotule dans sa chute. Le père Madeleine le fit transporter dans une infirmerie qu'il avait établie pour ses ouvriers dans le bâtiment même de sa fabrique. Fauchelevent guérit, mais son genou resta ankylosé. Monsieur Madeleine fit placer le bonhomme comme jardinier dans un couvent de femmes du quartier Saint-Antoine, à Paris. Quelque temps après, Monsieur Madeleine fut nommé maire. La première fois que Javert vit Monsieur Madeleine revêtu de l'écharpe, qui lui donnait toute autorité sur la ville, il éprouva cette sorte de frémissement qu'éprouverait un dogue qui flairerait un loup sous les habits de son maître. À partir de ce moment, il l'évita le plus qu'il put. Cette prospérité créée à Montreuil-sur-Mer par le père Madeleine avait, outre les signes visibles que nous avons indiqués, un autre symptôme qui, pour n'être pas visible, n'était pas moins significatif. Quand la population souffre, quand le travail manque, quand le commerce est nul, le contribuable résiste à l'impôt par pénurie, épuise et dépasse les délais, et l'État dépense beaucoup d'argent en frais de contrainte et de rentrée. Quand le travail abonde, quand le pays est heureux et riche, l'impôt se paie aisément et coûte peu à l'État. On peut dire que la misère et la richesse publique ont un thermomètre infaillible, les frais de perception de l'impôt. En ces temps, les frais de perception de l'impôt s'étaient réduits les 3/4 dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Telle était la situation du pays lorsque Fantine y revint. Personne ne se souvenait plus d'elle. Heureusement, la porte de la fabrique de M. Madeleine était comme un visage ami. Elle s'y présenta et fut admise dans l'atelier des femmes. Le métier était tout nouveau pour Fantine. Elle n'y pouvait être bien adroite. Elle ne tirait donc de sa journée de travail que peu de choses. Mais enfin cela suffisait. Le problème était résolu. Elle gagnait sa vie. Ne pouvant pas dire qu'elle était mariée, elle s'était bien gardée de parler de sa fille. En ses commencements, on l'a vu, elle payait exactement les Thénardier. Comme elle ne savait que signer, elle était obligée de leur écrire par un écrivain public. Elle écrivait souvent, cela fut remarqué. Il n'y a rien de tel pour épier les actions des gens que ceux qu'elle ne regarde pas. On observa donc Fantine. On constata qu'elle écrivait au moins 2 fois par mois, toujours à la même adresse, et qu'elle affranchissait la lettre. On parvint à se procurer l'adresse. Monsieur Thénardier, aubergiste à Montfermeil. On fit jaser au cabaret l'écrivain public, vieux bonhomme qui ne pouvait pas emplir son estomac de vin rouge sans vider sa poche au secret. Bref, on sut que Fantine avait un enfant. Tout cela prit du temps. Fantine était depuis plus d'1 an à la fabrique. Lorsqu'un matin, la surveillante de l'atelier lui remit, de la part de monsieur le maire, 50 francs, en lui disant qu'elle ne faisait plus partie de l'atelier et en l'engageant, de la part de monsieur le maire, à quitter le pays. C'était précisément dans ce même mois que les Thénardier, après avoir demandé 12 francs au lieu de 6, venaient d'exiger 15 francs au lieu de 12. Fantine s'offrit comme servante dans le pays. Elle alla d'une maison à l'autre. Personne ne voulut d'elle. Elle n'avait pu quitter la ville. Le marchand fripier auquel elle devait ses meubles, quels meubles, lui avait dit « Si vous vous en allez, je vous fais arrêter comme voleuse. » Elle se mit à coudre de grosses chemises pour les soldats de la garnison et gagnait 12 sous par jour. Sa fille lui en coûtait 10. C'est en ce moment qu'elle commença à mal payer les Thénardier. Un jour, il lui crévirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine, et qu'il fallait au moins que la mère envoyât 10 francs pour cela. Elle reçut la lettre et la froissa dans ses mains tout le jour. Le soir, elle entra chez un barbier qui habitait le coin de la rue et défit son peigne. Ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. « Les beaux cheveux !» s'écria le barbier. « Combien m'en donneriez-vous » dit-elle. « 10 francs. Coupez-les. » Un jour, elle reçut des Thénardier une lettre ainsi conçue. « Cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays. Une fièvre miliaire qu'ils appellent. Il faut des drogues chères. Cela nous coûte ruine et nous ne pouvons plus payer. Si vous ne nous envoyez pas 40 francs avant 8 jours, la petite est morte. » Comme elle passait sur la place, elle vit beaucoup de monde qui entourait une voiture de forme bizarre, sur l'impériale de laquelle pérorait tout debout un homme vêtu de rouge. C'était un bateleur dentiste en tournée.
qui offrait au public des râtelets complets, des opiats, des poudres et des élixirs. Fantine se mêla au groupe et se mit à rire comme les autres de cette harangue où il y avait de l'argot pour la canaille et du jargon pour les gens comme il faut. L'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout à coup « Vous avez de jolies dents, la fille qui riait là. Si vous voulez me vendre vos 2 palettes, je vous donne de chaque un Napoléon d'or. » « Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes ?» demanda Fantine. « Les palettes ?» reprit le professeur dentiste. « C'est les dents de devant, les 2 d'en haut. » Les 2 dents furent arrachées. Elle envoya les 40 francs à Montfermeil. Du reste, c'était une ruse des Thénardier pour avoir de l'argent. Cosette n'était pas malade. Fantine jeta son miroir par la fenêtre. Elle n'avait plus de lit. Il lui resta une loque qu'elle appelait sa couverture, un matelas à terre et une chaise dépaillée. Elle avait perdu la honte, elle perdit la coquetterie. Dernier signe. Elle sortait avec des bonnets sales, soit faute de temps, soit indifférence, elle ne raccommodait plus son linge. Les gens auxquels elle devait lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos. Elle les trouvait dans la rue, elle les retrouvait dans son escalier, elle passait des nuits à pleurer et à songer. Elle avait les yeux très brillants, et elle se sentait une douleur fixe dans l'épaule, vers le haut de l'omoplate gauche. Elle toussait beaucoup. Elle haïssait profondément le père Madeleine, et ne se plaignait pas. Elle cousait 17 heures par jour. Mais un entrepreneur du travail des prisons, qui faisait travailler les prisonnières au rabais, fit tout à coup baisser les prix, ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à 9 sous. 17 heures de travail et 9 sous par jour. Vers le même temps, le Thénardier lui écrivit que décidément il avait attendu avec beaucoup de bonté et qu'il lui fallait 100 francs tout de suite, sinon qu'il mettrait à la porte la petite Cosette, toute convalescente de sa grande maladie, par le froid, par les chemins, et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait, et qu'elle crèverait si elle voulait. 100 francs, songea Fantine, mais où y a-t-il un état à gagner 100 sous par jour? Allons, dit-elle, vendons le reste. L'infortuné se fit fille publique. Il y a dans toutes les petites villes, et il y avait à Montreuil-sur-Mer en particulier, une classe de jeunes gens qui grignotent 1500 livres de rente en province, du même air dont leurs pareils dévorent à Paris 200 000 francs par an. Ce sont des êtres de la grande espèce neutre, hongres, parasites, nuls, qui ont un peu de terre, un peu de sottise et un peu d'esprit, qui seraient des rustres dans un salon et se croient des gentilshommes au cabaret, qui disent « mes prés, mes bois, mes paysans », sifflent les actrices du théâtre pour prouver qu'ils sont gens de goût, querellent les officiers de la garnison pour montrer qu'ils sont gens de guerre, chassent, fument, baillent, boivent, sentent le tabac, jouent au billard, regardent les voyageurs descendre de diligence, vivent au café, dînent à l'auberge, ont un chien qui mange les os sous la table et une maîtresse qui pose les plats dessus, tiennent à un sou, exagèrent les modes, admirent la tragédie, méprisent les femmes, usent leurs vieilles bottes, copient Londres à travers Paris et Paris à travers Pont-à-Mousson, vieillissent hébétés, ne travaillent pas, ne servent à rien et ne nuisent pas à grand-chose. S'ils étaient plus riches, on dirait « sont des élégants ». S'ils étaient plus pauvres, on dirait « sont des fainéants ». Ce sont tout simplement des désœuvrés. Parmi ces désœuvrés, il y a des ennuyés, des rêvasseurs et quelques drôles. Dans ce temps-là, un élégant se composait d'un grand col, d'une grande cravate, d'une montre à breloques, de 3 gilets superposés de couleurs différentes, le bleu et le rouge en dedans, d'un habit couleur olive à taille courte, à queue de morue, à double rangée de boutons d'argent serrés les uns contre les autres, montant jusque sur l'épaule, et d'un pantalon olive plus clair, orné sur les 2 coutures d'un nombre de côtes indéterminé, mais toujours impair, variant de 1 à 11, limite qui n'est jamais franchie. Ajoutez à cela des souliers-bottes avec de petits fers à talons, un chapeau à haute forme et à bords étroits, des cheveux en touffe, une énorme canne et une conversation rehaussée de calembours de potier. Sur le tout, des éperons et des moustaches. À cette époque, des moustaches voulaient dire bourgeois et des éperons voulaient dire piéton. L'élégante province portait les éperons plus longs et les moustaches plus farouches. Les chapeaux à petits bords étaient royalistes et snopés des Morillos. Les libéraux portaient des chapeaux à large bord qui s'appelaient des bolivars. 8 ou 10 mois donc après ce qui a été raconté dans les pages précédentes, vers les premiers jours de janvier 1823,
Un soir qu'il avait neigé, un de ces élégants, un de ces désœuvrés, un bien pensant, car elle y avait un morio, de plus chaudement enveloppé d'un de ces grands manteaux qui complétaient, dans les temps froids, le costume à la mode, se divertissait à harceler une créature qui rôdait en robe de bal et toute décolletée, avec des fleurs sur la tête devant la vitre du café des officiers. Cet élégant fumait, car c'était décidément la mode. Chaque fois que cette femme passait devant lui, il lui jetait avec une bouffée de la fumée de son cigare quelque apostrophe qu'il croyait spirituelle et gaie, comme « Que tu es laide! Veux-tu te cacher? Tu n'as pas de dents !» etc. Ce monsieur s'appelait monsieur Bamatabois. La femme, triste spectre paré qui allait et venait sur la neige, ne lui répondait pas, ne le regardait même pas, et n'en accomplissait pas moins en silence, et avec une régularité sombre, sa promenade, qui la ramenait de 5 minutes en 5 minutes sous le sarcasme, comme le soldat condamné qui revient sous les verges. Ce peu d'effet pigua sans doute l'oisif, qui, profitant d'un moment où elle se retournait, s'avança derrière elle à pas de loup, et en étouffant son rire, se baissa, prit sur le pavé une poignée de neige, et la lui plongea brusquement dans le dos, entre ses 2 épaules nues. La fille poussa un rugissement, se tourna, bondit comme une panthère et se rua sur l'homme, lui enfonça ses ongles sur le visage, avec les plus effroyables paroles qui puissent tomber du corps de garde dans le ruisseau. Ces injures, vomies d'une voix enrouée par l'eau-de-vie, sortaient hideusement d'une bouche à laquelle manquaient en effet les 2 dents de devant. C'était la Fantine. Au bruit que cela fit, les officiers sortirent en foule du café, les passants s'amassèrent, et il se forma un grand cercle riant, huant et applaudissant autour de ce tourbillon composé de 2 êtres où l'on avait peine à reconnaître un homme et une femme. L'homme se débattant, son chapeau à terre, la femme frappant des pieds et des poings, décoiffée, hurlant, sans dents et sans cheveux, livide de colère, horrible. Tout à coup, un homme de haute taille sortit vivement de la foule, saisit la femme à son corsage de satin, couvert de boue, et lui dit « Suis-moi ». La femme leva la tête, sa voix furieuse s'éteignit subitement. Ses yeux étaient vitreux, de livide, elle était devenue pâle, et elle tremblait d'un tremblement de terreur. Elle avait reconnu Javert. Arrivé au bureau de police, qui était une salle basse chauffée par un poêle et gardée par un poste, Javert ouvrit la porte, entra avec la Fantine et referma la porte derrière lui, au grand désappointement des curieux. En entrant, la Fantine alla tomber dans un coin, immobile et muette, accroupie comme une chienne qui a peur. Le poste du sergent apporta une chandelle allumée sur une table. Javert s'assit, tira de sa poche une feuille de papier timbré et se mit à écrire. Une prostituée avait attenté à un bourgeois. Il avait vu cela, lui, Javert. Il écrivait en silence. Quand il eut fini, il signa, plia le papier et dit au sergent du poste en le lui remettant. « Prenez 3 hommes et menez cette fille au bloc. » Puis, se tournant vers la Fantine, « Tu en as pour 6 mois. » La malheureuse tressaillit. « 6 mois de prison » cria-t-elle. « Mais que deviendra Cosette? Ma fille, ma fille !» « Mais je dois encore plus de 100 francs au Thénardier, monsieur l'inspecteur. Savez-vous cela ?» Javert tourna le dos. Les soldats la saisirent par le bras. Depuis quelques minutes, un homme était entré sans qu'on eût pris garde à lui. Il avait refermé la porte, s'y était adossé et avait entendu les prières désespérées de la Fantine. Au moment où les soldats mirent la main sur la malheureuse, il fit un pas, sortit de l'ombre et dit « Un instant, s'il vous plaît. » Javert leva les yeux et reconnut M. Madeleine. Il ôta son chapeau et, saluant avec une sorte de gaucherie fâchée, « Pardon, monsieur le maire. » Ce mot, monsieur le maire, fit sur la Fantine un effet étrange. Elle se dressa debout tout d'une pièce, comme un spectre qui sort de terre, repoussa les soldats des 2 bras, marcha droit à M. Madeleine avant qu'on eût pu la retenir, et le regarda fixement l'air égaré. Elle s'écria « Ah, c'est donc toi qui es monsieur le maire !» Puis elle éclata de rire et lui cracha au visage. M. Madeleine s'essuyait le visage et dit « Inspecteur Javert, mettez cette femme en liberté. » « Mais, monsieur le maire, je vous rappelle à vous l'article 81 de la loi du 13 décembre 1799 sur la détention arbitraire. »« Monsieur le maire, permettez, plus un mot. »« Pourtant, sortez, dit M. Madeleine. » Javert reçut le coup debout
de face et en pleine poitrine, comme un soldat russe. Il salua jusqu'à terre monsieur le maire et sortit. Fantine le regarda avec stupeur passer devant elle. Quand Javert fut sorti, monsieur Madeleine se tourna vers elle et lui dit avec une voix lente. « Je paierai vos dettes. Je ferai venir votre enfant ou vous irez la rejoindre. Vous vivrez ici, à Paris, où vous voudrez. Je me charge de votre enfant et de vous. Vous ne travaillerez plus si vous voulez. Je vous donnerai tout l'argent qu'il vous faudra. Vous redeviendrez honnête en redevenant heureuse. » Ce n'en était plus que la pauvre Fantine n'en pouvait supporter. Avoir Cosette, sortir de cette vie infâme, vivre libre, riche, heureuse, honnête, avec Cosette, voir brusquement s'épanouir au milieu de sa misère toutes ces réalités du paradis. Elle regarda comme hébétée cet homme qui lui parlait, et ne put jeter que 2 ou 3 sanglots. Ah, ses jarrets plièrent, elle se mit à genoux devant monsieur Madeleine, et avant qu'il pût l'en empêcher, il sentit qu'elle lui prenait la main, et que ses lèvres s'y posaient. Puis, elle s'évanouit. Livre 6e. Javert. Monsieur Madeleine fit transporter la Fantine à cette infirmerie qu'il avait dans sa propre maison. Il la confia aux sœurs qui la mirent au lit. Une fièvre ardente était survenue. Monsieur Madeleine l'allait voir 2 fois par jour, et chaque fois elle lui demandait « Verrai-je bientôt ma Cosette ?» Elle ne se rétablissait pas. Au contraire, son état semblait s'aggraver de semaine en semaine. Cette poignée de neige, appliquée à nuit sur la peau, avait déterminé une suppression subite de la transpiration, à la suite de laquelle la maladie qu'elle couvait depuis plusieurs années finit par se déclarer violemment. Le médecin ausculta la Fantine et hocha la tête. Monsieur Madeleine dit au médecin « Eh bien, n'a-t-elle pas un enfant qu'elle désire voir ?» dit le médecin. « Oui. Eh bien, hâtez-vous de le faire venir. » Monsieur Madeleine eut un tressaillement. Fantine lui demanda « Qu'a dit le médecin ?» Monsieur Madeleine s'efforça de sourire. « Il a dit de faire venir bien vite votre enfant, que cela vous rendra la santé. J'enverrai quelqu'un chercher Cosette. S'il le faut, j'irai moi-même. » Un matin, monsieur Madeleine était dans son cabinet, occupé à régler d'avance quelques affaires pressantes de la mairie, pour le cas où il se déciderait à ce voyage de Montfermeil, lorsqu'on vint lui dire que l'inspecteur de police Javert demandait à lui parler. En entendant prononcer ce nom, monsieur Madeleine ne put se défendre d'une impression désagréable. « Faites entrer, dit-il. Javert entra. Il demeura un instant silencieux, comme s'il se recueillait, puis éleva la voix avec une sorte de solennité triste qui n'excluait pourtant pas la simplicité. « Monsieur le maire, il y a 6 semaines, à la suite de cette scène pour cette fille, j'étais furieux, je vous ai dénoncé. » « Dénoncé ? » ?»« À la préfecture de police de Paris. » Monsieur Madeleine, qui ne riait pas beaucoup plus souvent que Javert, se mit à rire. « Comme maire ayant empiété sur la police ? » ?»« Comme ancien forçat, je vous prenais pour un nommé Jean Valjean. » »« Et que vous a-t-on répondu ? Que j'étais fou ? » Eh bien, on avait raison. C'est heureux que vous le reconnaissiez. Il le faut bien, puisque le véritable Jean Valjean est trouvé. La feuille que tenait monsieur Madeleine lui échappa des mains. Il leva la tête, regarda fixement Javert et dit avec un accent inexprimable. « Ah !» Javert poursuivit. « Voilà ce que c'est, monsieur le maire. Il paraît qu'il y avait dans le pays une espèce de bonhomme qu'on appelait le père Champmathieu. Dernièrement, cet automne, le père Champmathieu a été arrêté pour vol de pommes à cidre. La geôle étant en mauvais état, monsieur le juge d'instruction trouve à propos de faire transférer Champmathieu à Arras, où est la prison départementale. Dans cette prison d'Arras, il y a un ancien forçat nommé Brevet, qu'on a fait guichetier de Chambray parce qu'il se conduit bien. Champmathieu n'est pas plutôt débarqué que voilà Brevet qui s'écrie « Eh, mais je connais cet homme-là, regardez-moi donc, bonhomme, vous êtes Jean Valjean !»« Jean Valjean ? Qui ça, Jean Valjean ?» Le Champmathieu joue l'étonné. « Ne fais donc pas le sinvre, dit Brevet. Tu es Jean Valjean, tu as été au bagne de Toulon il y a 20 ans, nous y étions ensemble. » Le Champmathieu nie. « Parbleu, vous comprenez, on s'informe à Toulon. Avec Brevet, il n'y a plus que 2 forçats qui aient vu Jean Valjean. Ce sont les condamnés à vie Cochepaille et Chenildieu. On les extrait du bagne et on les fait venir.
on les confronte au prétendu Champmathieu. Ils n'hésitent pas. Pour eux, comme pour Brevet, c'est Jean Valjean. Même âge, même taille, même air, même homme. Enfin, c'est lui. Moi aussi, je l'ai reconnu. Monsieur Madeleine reprit d'une voix très basse. Vous êtes sûr? Javert se mit à rire de ce rire douloureux qui échappe à une conviction profonde. Ah, sûr! Je vous ai soupçonné injustement. Cela, ce n'est rien. C'est notre droit à nous autres de soupçonner, quoiqu'il y ait pourtant abus à soupçonner au-dessus de soi. Mais sans preuve, dans un accès de colère, dans le but de me venger, je vous ai dénoncé comme forçat. Vous, un homme respectable, un maire, un magistrat. Ceci est grave, très grave. J'ai offensé l'autorité dans votre personne, moi, agent de l'autorité. Si l'un de mes subordonnés avait fait ce que j'ai fait, je l'aurais déclaré indigne du service et chassé. Monsieur Albert, le mien du service veut un exemple. Je demande simplement l'indestitution de l'inspecteur Javert. Tout cela était prononcé d'un accent humble, fier, désespéré et convaincu, qui donnait je ne sais quelle grandeur bizarre à cet étrange honnête homme. Nous verrons, fit M. Madeleine, et il lui tendit la main. Javert recula et dit d'un ton farouche. Pardon, monsieur le maire, mais cela ne doit pas être. Un maire ne donne pas la main à un mouchard. Puis il salua profondément et se dirigea vers la porte. Monsieur le maire, dit-il, je continuerai le service jusqu'à ce que je sois remplacé. Il sortit. Monsieur Madeleine resta rêveur, écoutant ce pas ferme et assuré qui s'éloignait sur le pavé du corridor.